Durant l'été 2021, s'est menée une campagne de fouilles sur le site de Brou. Nous sommes allés à la rencontre des archéologues présents sur le site. Dans cette seconde partie, nous allons rencontrer Alain Champagne, qui mène avec Éric Normand la campagne de fouilles. Bien, donc je m'appelle Alain Champagne, je suis enseignant en archéologie médiévale et en histoire à l'université de Pau. Et donc je participe ici à un projet de recherche collectif sur le marais de Brouage depuis 2011, qui est co-dirigé avec Éric Normand. Donc voilà, ce projet qui vise à comprendre la structuration du paysage que l'on voit là, donc du marais de Brouage. C'est de comprendre sa mise en place, comprendre son évolution, la manière dont les gens ont vécu dans ce marais et comment ils l'ont aménagé, puisque en fait aujourd'hui c'est un paysage qu'on appelle un paysage naturel. En fait c'est un paysage qui est complètement artificiel, il est entièrement construit par l'homme. Même s'il y a plein d'espèces, c'est vraiment ce qu'on appelle un anthroposystème dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a aménagé ça à des fins économiques et qui a donc utilisé les caractéristiques du golfe de Brouage pour pouvoir y aménager des salines. Puisque à la fin de l'époque gauloise, la mer venait jusqu'au trait de côte, là au pied du promontoire de Brou, qui est vraiment un isthme, où il venait lécher donc, de l'autre côté l'isthme de Marennes que l'on voit, ou de la gripperie Saint-Symphorien. Et donc les sites de production de sel étaient installés en bas de ces coteaux. Et c'était un système où on mettait de l'eau dans des augiers en terre cuite et on mettait le feu dessous, donc ça faisait évaporer l'eau et on récupérait ainsi des pains de sel. C'est donc pas du tout la technique des marais salants qui arrive probablement à l'époque antique et que l'on voit apparaître nous dans les textes sur la côte à partir de l'époque carolingienne, un peu plus au nord, mais ici c'est peut-être un effet de source, c'est plus tardif dans les textes. Et donc probablement dès l'époque, mais dès le Moyen-Âge ou le milieu du Moyen-Âge, au fond du golfe, on aménage des salines. C'est le système qui existe encore à l'île de Ré, à l'île d'Oléron, à Noirmoutier, pour produire du sel, parce que le sel c'est indispensable à la vie, c'est fondamental, c'est pas seulement pour l'alimentation, c'est aussi pour conserver les aliments. Il n'y a pas de réfrigérateur, donc voilà, il faut qu'on fume les viandes ou les poissons, il faut qu'on les sèche ou il faut qu'on les sale pour les conserver à long terme. Et puis c'est aussi pour ceux qui habitent en arrière de la côte, pour l'équilibre alimentaire, une nécessité. Donc on appelle ça l'or blanc, et le site de Brou est né grâce à cet or blanc qui a traversé les époques. On taxait le sel, il y a des impôts assez célèbres comme la gabelle qui marquent le commerce du sel et qui justifient cet intérêt. Donc le site de Brou, alors on s'est intéressé à l'évolution du marais, donc au recul de la mer qui laisse place à des salines, et puis à partir du XVIIIe siècle aussi à la transformation de ce paysage, qu'on n'a plus de salines ici dans le marais de Brouage, mais à la transformation d'abord en fond de marais, probablement parce que l'eau arrive mal, il n'y a pas de grosses rivières qui arrivent dans le fond de marais de Brouage, donc il n'y a pas ce qu'on appelle un effet de chasse qui peut emmener les limons, donc ça sédimente très vite, et les marais salants du fond du marais, dès le XVIIIe siècle, sur les cartes sont marqués marais gât, ce qui veut dire gâté, donc en fait gâté pour l'époque, ça veut dire qu'on produit plus de sel, donc c'est moins intéressant. Et probablement, on commence à voir un paysage qui peut-être ressemble à celui-ci, où on a un marais qui est plus vert, un marais pâturé qui sert à l'élevage. Et puis petit à petit, le trait de côte recule, et les marais salants sont de plus en plus loin du fond du marais, et donc notre site de Brou, il perd sa vocation stratégique, pour autant qu'il ait pu en avoir une, parce qu'on est quand même un peu au bout du monde ici. On n'arrive pas à Brouage par hasard, il faut vraiment vouloir à Brou par hasard, il faut vraiment vouloir y arriver pour découvrir ce site. Donc le site, il est connu depuis longtemps, notamment grâce au donjon, du moins ce qui reste du donjon de Brou, qui est donc bâti au XIe siècle par le comte d'Anjou, comte Fulquenera, qui est un des grands féodaux de l'époque, comme le comte de Poitou et duc d'Aquitaine, et qui sont d'ailleurs souvent en conflit. Et donc là, on a une implantation pour contrôler effectivement tout ou partie, du moins une partie du marais salant, de sa production, alors qu'on est en terre poitevine. Bon, même si cet épisode durera assez peu de temps. Il marque ici la présence d'un comte sur ce domaine, mais il faut savoir qu'il n'est pas seul. Énormément d'abbayes ont aussi des marais salants, sur des petites îles comme Malègre dans le Marais,
l'habit aux dames, Sablanceau, mais même certaines abbayes poitevines, des abbayes du Massif central. Donc le donjon est construit, il subsiste autour ici la chemise. Donc on a ce donjon dont une partie s'est écroulée sur place, qui explique ce dôme. Sa fortification, en partie conservée face à la maison de Brou, et puis un fossé que l'on voit aussi dans le paysage et qui permet derrière toi d'accéder donc dans le marais, un fossé sec, étant donné que le substrat est plutôt un substrat sableux. Face à ce donjon et entre le bout du promontoire et ce donjon, eh bien, on a une plateforme en demi-cercle qui marque vraiment l'extrémité de ce promontoire et qui, pour des spécialistes du château, nous titillait depuis longtemps parce que c'est vraiment l'association une tour et puis une cour. Alors dans le jargon des castellologues, on parle de haute cour ou de basse cour, donc cour à vocation plutôt résidentielle et aristocratique, et puis une basse cour à vocation plus domestique. Donc le projet de fouille sur Brouage, qui s'inscrit donc dans ce projet sur le Marais, était d'explorer cette cour. Donc on a organisé cette recherche par des prospections géophysiques pour ne pas détruire le sous-sol, donc électrique, électromagnétique. Ce sont des géophysiciens qui mesurent la résistivité magnétique du sous-sol, où on voit du courant, pour essayer de repérer les bâtiments qui pouvaient être conservés sous cette plateforme. Et puis ensuite, guidé par ces prospections et puis aussi par le pan de mur qu'Éric a présenté tout à l'heure, on a fait des tranchées, ce qu'on appelle des tranchées exploratoires, pas très larges, faites avec un godélis, pour tester la qualité des vestiges, leur profondeur, la qualité de conservation, la puissance des niveaux qui sont conservés. Et ensuite, après 4 ans d'exploration dans le fossé sur cette plateforme, mais aussi sur le devant de la maison de Brou, on a décidé d'ouvrir une grande fenêtre de fouille pour avoir des bâtiments complets et pas seulement des petits morceaux de mur que l'on perdait dès qu'ils sortaient de la tranchée. Et ça, c'est la partie qu'Éric a présentée tout à l'heure et qui est en cours de fouille à l'heure actuelle. Bien, donc nous voici là sur l'extrémité du promontoire, dans cette fameuse cour qui a une forme de demi-cercle. Donc on voit le donjon qui surplombe cette cour. Et lors des tranchées exploratoires que nous avons faites, nous avons été en mesure de restituer une première organisation de cet ensemble, avec plutôt sur la partie nord, la partie qui n'est pas fouillée actuellement, une zone à vocation plutôt domestique, on parlerait de basse-cour, avec des bâtiments en matériaux légers, poteaux de bois et probablement terre crue, type colombage ou avec du torchis. Un espace central ici dans lequel on n'avait pas de structure, qui pourrait éventuellement être, pourquoi pas une cour, mais bon, ça reste vraiment à démontrer, avec au centre une puissance stratigraphique importante, plus d'1,50 m de niveau, ce qui pour du milieu rural est quand même assez important et remarquable. Et puis donc au sud, ici, sud-ouest, une partie avec des bâtiments que l'on avait repérés en sondage, qui eux sont maçonnés à la chaux, avec des murs beaucoup plus épais, et qui dénote donc un soin en termes d'architecture qui est complètement différent de ceux des bâtiments du promontoire. Donc on avait ici véritablement la trace d'un espace plus aristocratique, et ça a été confirmé par la découverte de tesselles de mosaïque, d'éléments un peu sculptés qu'on n'avait pas du tout dans la partie nord, où on avait plutôt des ateliers, peut-être des traces d'artisanat qui sont tout à fait logiques et dans l'ordre des choses sur ce type de site. Donc, la fenêtre ici est quand même petite à l'échelle de l'ensemble du promontoire, enfin de l'extrémité de cette cour au bout du promontoire, mais c'est déjà au bout de 3 ans on a à peine fait la moitié dense, étant donné voilà, l'importance des vestiges et surtout la richesse du mobilier que l'on sort. C'est vraiment un site fabuleux pour nous, puisque à la différence des sites qui sont encore occupés aujourd'hui, des châteaux qui ont évolué jusqu'à l'époque contemporaine, ce château, enfin cet ensemble a été abandonné, sinon au XVIe siècle déjà, dès la fin du XVe siècle pour la cour, et n'a quasiment pas été reoccupé. Donc il n'y a aucune cave, aucun réseau d'assainissement, aucune tranchée d'électrification, et globalement, dès qu'on enlève le gazon, on tombe sur les niveaux médiévaux, ce qui pour nous est une aubaine. Aucun niveau moderne n'est venu perturber ce site qui, on va dire, est resté dans son jus depuis la fin du Moyen-Âge. Parfait. Un grand merci pour avoir suivi ces 2 vidéos. N'hésitez pas à partager, vous abonner et commenter. A très bientôt sur le Collège.